Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Sa parole était attendue. Laurent Berger était l'invité du 20h de France 2 hier soir. Il a donné un point de passage. Il propose de sortir l'âge pivot de la réforme des retraites, de mettre en place une conférence de financement pour se laisser le temps de réfléchir à l'équilibre financier de la réforme. Est-ce que vous dites ce matin, le Premier ministre qui conduit la négociation doit absolument accepter cette main tendue, cette proposition de Laurent Berger ? Mais bien sûr. Il est plus que temps d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs semaines déjà que Laurent Berger fait cette proposition qui repose sur deux grandes valeurs. D'abord, le retrait de l'âge pivot, c'est-à-dire du recul du droit d'accès à la retraite. C'est quelque chose qui n'était pas dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron et qui n'a rien à faire dans cette réforme. Et la seconde proposition qui concerne la commission de financement, c'est tout simplement une demande de démocratisation du processus. Car ce qui pêche aujourd'hui, c'est la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns qui décident pour 60 millions de Français de ce qui va se passer sans écouter les partenaires sociaux. Il y a eu des concertations. Vous dites 4 personnes qui décident pour 60 millions de Français. Oui, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des Finances. Non, ils ne décident rien. Les syndicats, ils ne sont même pas écoutés. Pendant des mois, il y a eu des budget. Donc, concertations. il y a eu, mais les concertations sur un projet qui n'était pas rédigé. C'est là où le bas blesse. Et par ailleurs, lorsqu'il y a une situation de crise, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'on lance une réforme de cette importance dans un contexte où la France est déjà en crise ? Non. Donc ce qu'on attend, on réforme intelligemment et on réforme démocratiquement. Rendez-vous compte que dans cette situation de crise, même le Parlement n'est pas consulté. Le groupe parlementaire majoritaire n'a même pas été associé à ce qui se passe. Donc on est en déficit grave de démocratie, une espèce de retour en arrière, à un moment où l'on tient des discours sur la démocratie participative. Donc il faudra un référendum, par exemple, il faudrait consulter les Français. Vous dites que c'est une réforme qui va concerner 60 millions de Français. Il faudrait leur demander leur avis. Ceux qui attendent la retraite, les plus jeunes qui se demandent ce qui va se passer pour eux, et ceux qui sont déjà à la retraite, parce que si le système ultralibéral qui se met en place, c'est-à-dire le mouvement vers la privatisation des retraites se met en place, ceux qui sont déjà à la retraite, un jour on leur dira aussi, vous aussi finalement, on peut baisser votre retraite et puis vous allez aller vers les assurances privées. Un référendum ou pas, Ségolène Royal ? Est-ce que vous iriez jusque-là ? Moi je suis pour les solutions réalistes. Donc, pourquoi ce ne serait pas réaliste ? Parce qu'il ne le fera pas. Ils ne le feront pas. Le président de la République ne le fera pas puisqu'il sait qu'il perdra ce référendum. En revanche, sur la question, s'il n'y avait qu'une seule question à poser à un référendum, ça serait celui de l'âge pivot. Oui ou non, êtes-vous pour le report ? On sait que les Français diraient non parce qu'ils ont compris en écoutant les économistes, les démographes, que le système de retraite actuellement n'est pas déficitaire, il est à l'équilibre, qu'il y a un certain nombre de réserves et que par conséquent, cette précipitation et cette brutalité dans la réforme n'est absolument pas justifié, si ce n'est pour des raisons idéologiques. Comment on sort de cette situation de blocage ? D'abord, on prend la main tendue des organisations syndicales qui ont encore le courage d'être autour de la table, ce qui n'est pas évident vu la façon dont elles ont été méprisées, et qui font des propositions, celles que vous venez d'évoquer. Deuxièmement, puisque le président de la République a dit que la question de la pénibilité allait être intégrée, il est plus que temps de réintégrer ce qui a été supprimé par les ordonnances Macron du mois de juillet 2017, c'est-à-dire la question du retrait même du mot pénibilité qui a été enlevé du Code du travail. Vous vous rendez compte que le mot pénibilité a été remplacé par le mot prévention, sous prétexte que le travail n'était jamais pénible. Donc ça, c'est une incapacité à voir la réalité du travail. Le secrétaire d'État en charge a considéré que ce n'était pas encore sur la table, ces sujets-là, de réintégrer ces 4 critères de pénibilité qui ont été supprimés. Mais vous avouerez que quand même la méthode est très étrange. On ouvre une discussion et on envoie un secrétaire d'État dire qu'il n'est pas question de réintégrer ce qui a été retiré en termes de pénibilité, c'est-à-dire l'exposition aux substances chimiques, le port des poids difficiles, les postures pénibles, les vibrations. Deuxièmement, en juillet 2017, la cotisation patronale pour la pénibilité a été supprimée, vous vous rendez compte ? Et le mot, comme je le disais, le mot pénibilité a été retiré. Donc remettons les choses aujourd'hui dans le processus de discussion et réintégrons ce qui a été retiré et qui était déjà le fruit de longs mois de travaux et de discussions. Donc ne méprisons jamais les travaux qui ont été faits avant l'arrivée au pouvoir. Vous voyez, est-ce qu'il faut maintenir les régimes spéciaux ?
Il est toujours possible de réajuster les choses. Personne n'est contre des réformes de réajustement. Mais là, ce qui a été fait, c'est l'instrumentalisation des régimes spéciaux pour dresser les Français les uns contre les autres, pour désigner de faux privilégiés. Franchement, le chauffeur de car, c'est un privilégié dans la société française. Quand vous voyez que l'impôt sur la fortune a été retiré alors que la bourse est au plus haut et qu'aux États-Unis d'Amérique, Bill Gates, l'un des grands milliardaires, dit que les riches ne sont pas suffisamment imposés parce qu'ils s'enrichissent en dormant. Donc on est dans un contretemps historique absurde. Vous parlez de dérive vers l'ultralibéralisme. Oui, vous dites, vous estimez que le gouvernement veut vendre à la découpe le système social français. Oui. Vendre à qui? À BlackRock? Vendre aux investisseurs privés, vendre aux fonds de pension, vendre aux assurances privées. C'est ça qui est en cours. C'est ça qui se joue. Mais d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Bien sûr, c'est ça qui se joue. Or, le modèle social français, c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait la sécurisation au travail. Donc, insécuriser les gens, leur faire peur, c'est le vieux système de l'ultralibéralisme qui consiste à faire peur pour pouvoir courir vers les marchés privés. Mais ça, les Français ne le veulent pas. Et la vraie preuve de ce processus, c'est le fait que l'hôpital public est en grande détresse et que le gouvernement ne répond pas depuis plusieurs mois à cette attente. Or, la question des retraites, c'est d'abord la question du reste à vivre. Du reste à vivre, pas seulement le niveau des retraites, mais la question de la hausse des prix, donc de la vie chère, la question des impôts, ça a été la taxe carbone absurde, et la question du bon fonctionnement des services publics, parce que ça, le service public et la retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont peu. Et c'est la sécurisation des enfants et des petits-enfants. Ça doit s'arrêter. Vous dites, à la fin de cette semaine, il doit y avoir une issue qui doit avoir été trouvée. Ça ne peut plus durer. Ça peut plus durer. Bon. Mais regardez, le regard que portent les gens à l'extérieur de nos frontières. Ils ne reconnaissent plus la France. Donc cet état désolant qui est dû à une brutalité politique doit cesser. Et ce qu'on attend du Premier ministre ce matin, c'est du bon sens et c'est de l'empathie par rapport à ce qui se passe. Et c'est d'arrêter d'être sur cet égo machiste qui consiste à dire on l'a dit, on le fait. Machiste. Mais oui, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Vous voyez, de la part du Premier ministre tout seul ou de ceux que j'évoquais tout à l'heure. Bon. C'est-à-dire, on l'a dit, on le fait, et surtout, on ne veut pas reculer pour ne pas être humilié. Mais ils ne seront pas humiliés en reculant, vous voyez. Donc, les convergences, les compromis, la bienveillance, c'est peut-être des qualités un peu plus féminines, c'est vrai. Juste une dernière question. Pendant les fêtes, on a appris, vous aviez été invitée puis convoquée à vous expliquer sur votre mission d'ambassadrice d'épaule. Vous l'avez reçue, cette convocation? Je ne l'ai pas reçue. Bon. Et je trouve cette menace assez étrange. En tout cas, elle n'empêchera en rien ma liberté de parole. Je sais qu'elle dérange, peut-être parce qu'elle est juste. Juste, elle vous choque, les images de l'Australie, comme nous tous? Profondément, oui, c'est un drame terrible. Depuis 4 mois, d'ailleurs, il y a eu 500 millions d'animaux morts, 500 millions d'animaux tués, donc une catastrophe en biodiversité, une catastrophe en matière de réchauffement climatique, une catastrophe humaine, des 100 000 déplacés, 25 personnes mortes, et une inertie de la communauté internationale, d'une certaine façon, comme s'il y avait une accoutumance à ces drames. Merci beaucoup. Ségolène Royal, c'est à vous, Laurent.